Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui, franchement, divise énormément. Ah oui, on peut le dire. Celui des nouvelles crypto-monnaies. Et les sources qu'on va décortiquer nous racontent deux histoires, mais vraiment aux antipodes l'une de l'autre. C'est le grand écart. D'un côté, on a le récit d'une trahison, on peut le dire comme ça, avec des avertissements qui fusent autour d'un projet qui s'appelle Interlink. Et de l'autre, on bascule dans une promesse quasi messianique. Voilà, le Pi Network, qui ne vise rien de moins que de refonder l'économie mondiale. Rien que ça. Et pour y voir un peu plus clair dans ce grand écart, on va suivre un chemin assez précis, je pense. On va commencer par un choc. Le choc. Celui d'une communauté qui se sent trahie. De là, on explorera une promesse, celle d'un projet à l'ambition démesurée. Et ça va forcément piquer notre curiosité. Exactement. On ira voir la technologie qui est censée soutenir ce rêve. Et enfin, on regardera où tout ça en est aujourd'hui, entre les débats internes et les premiers pas dans le monde réel. C'est un voyage du désenchantement à l'espoir fou. C'est un peu ça. Ça me plaît comme programme. Alors, commençons par le choc, comme tu disais. La première source, elle est assez brutale. Oui. On y voit un créateur de contenu, Sachin Bhatt, qui, après avoir vanté les mérites d'Interlink à sa communauté, À des milliers de personnes. il fait un virage à 180 degrés et il tire la sonnette d'alarme. Il utilise même une expression assez forte pour décrire leur nouvelle carte Visa. Oui, il parle d'un nouveau geôle. Voilà, c'est ça, un mot indie pour dire arnaque ou combine, en gros. Quand on creuse un peu, le cœur du problème, c'est un classique du genre, la monétisation. Ah, Interlink a démarré comme une application de minage gratuite, tu vois, accessible à tous, promettant une distribution équitable. Sauf que maintenant, le projet introduit des fonctionnalités payantes, et ça crée une fracture nette entre les utilisateurs. mais c'est le grand classique, non? Un service gratuit qui devient payant. Pourquoi est-ce que ça choque autant ici? Qu'est-ce qui fait que ça ressemble à une trahison plutôt qu'à un simple changement de modèle économique? Parce que ça heurte de plein fouet la promesse initiale. L'égalitarisme qui est au cœur de l'idéologie de beaucoup de projets crypto, tu vois. D'accord. L'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'ils appellent le score HCS. C'était censé être une mesure juste, équitable de la contribution de chacun. Or, les sources montrent qu'il explose pour ceux qui... Qui dépense de l'argent. Exactement. Ceux qui font du trading sur le portefeuille de l'application. Pendant ce temps, les mineurs de la première heure, ceux qui ont construit la communauté, eux ne voient leur score augmenter que de manière dérisoire. C'est une rupture du contrat social, quoi. Et la fameuse carte Visa dont il parle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si je comprends bien? C'est tout à fait ça. Cette carte, qui coûtera entre 10 et 50 dollars, promet elle aussi des avantages. Comme des taux de minage plus élevés, j'imagine? Voilà, on passe donc d'un système miné et vous serez récompensé à un système payé et vous serez récompensé plus vite. C'est un système à deux vitesses. C'est clair. La source va même jusqu'à demander l'avis d'une intelligence artificielle, Grok, pour avoir une analyse neutre. Et la réponse de l'IA est glaciale. Ah oui, j'ai vu ça. C'est assez direct. L'IA ne se contente pas de dire que la carte n'est pas gratuite. Non, non. Elle qualifie carrément le projet de projet spéculatif à haut risque avant lancement. C'est une sacrée douche froide. Et ça va plus loin. L'IA remet en question les affirmations marketing du projet, notamment les soutiens supposés de géants comme Samsung et Google. Qu'elle qualifie d'exagérée ou trompeuse. Voilà. Le verdict final de Grok est sans appel. Et franchement, ça devrait être affiché en lettres de néon au-dessus de chaque projet crypto naissant. Dis-le. Ne dépensez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et les probabilités penchent vers la déception. C'est l'histoire d'un projet qui met la charrue avant les bœufs, en fait. Ils cherchent à faire de l'argent avec leurs utilisateurs avant même que leur propre monnaie, le fameux jeton, ait la moindre valeur réelle. C'est une vision assez pessimiste de ce monde. C'est le cas d'école du passage d'un modèle communautaire à un modèle de revenus prédateur. C'est un choc pour les premiers croyants. Donc d'un côté, on a ce projet qui déçoit en devenant payant, mais les autres sources nous emmènent à l'extrême opposé, Complètement. avec une promesse qui, elle, semble presque trop belle pour être vraie. On passe d'une carte Visa à 10 dollars à un projet, le Pi Network, qui parle de créer un nouvel ordre économique mondial. Le grand écart est total. Et c'est là que Pi se sépare de 99% des autres cryptos. Il ne cherche pas une valeur de marché, mais une valeur décrétée. Le concept central, qui peut paraître délirant au premier abord, c'est la GCV. La valeur de consensus global. Voilà, et elle est fixée à un chiffre très très précis. 314 159 dollars par Pi.
Attends une seconde. Répète un peu. 314 000 $. Oui. Pour un pi? Mais ça sort d'où? Ça semble complètement déconnecté de la réalité. Comment les sources justifient un chiffre aussi astronomique, surtout pour une monnaie qui n'est même pas encore sur le marché? C'est la réaction normale. Et c'est la question clé. Les sources insistent sur un point. Il ne faut pas voir ça comme un prix sur une plateforme d'échange comme Binance ou Coinbase. Ce n'est pas un prix spéculatif donc. Non. C'est une norme comptable, un étalon fixe qui n'a de valeur qu'à l'intérieur de l'écosystème Pi. D'accord? C'est moins un prix qu'un acte de foi collectif, une tentative de créer de la valeur par la pure volonté de la communauté. D'accord, je vois l'idée. C'est un peu comme si un pays décidait arbitrairement que sa monnaie vaut X $, mais uniquement à l'intérieur de ses propres frontières. Une des sources dit que Pi est en train de construire son propre monde. C'est littéralement ça. C'est ça. Mais alors, comment est-ce que ça peut avoir une vraie valeur si c'est déconnecté du monde réel? C'est là qu'intervient la mécanique des on-ramps et off-ramps. Les rampes d'accès et de sortie. Exactement. L'idée est la suivante. Un utilisateur veut entrer dans l'écosystème Pi. Il apporte, disons, 100 vrais dollars. Un service de on-ramp prend ces 100 dollars et lui donne en échange 100 Pi USD, un stablecoin interne, en se basant sur la fameuse valeur GCV pour la conversion. Et l'argent réel? Il est mis en réserve et il sert de garantie. Le service de off-ramp permettrait de faire le chemin inverse. C'est une mécanique audacieuse. En gros, ils créent un pays digital avec sa propre banque centrale et ils invitent les gens à y déposer leurs vrais dollars en échange de la monnaie locale. C'est l'idée. Le pari est énorme. Si ça marche, c'est une révolution. Si ça échoue, la porte de sortie risque d'être très très étroite. C'est exactement ça. La promesse, c'est un système financier autonome, stable, immunisé contre la volatilité des marchés crypto traditionnels. Et c'est pour ça que les sources analysées encouragent si fortement les utilisateurs à garder leur Pi, à ne pas les vendre pour quelques dollars sur des marchés parallèles. Le message, c'est « soyez patient ». Le message, c'est « vous êtes assis sur une fortune potentielle, la clé de voûte d'une nouvelle économie, soyez patient ». Une promesse aussi folle, ça repose forcément sur une technologie qui doit être à la hauteur. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que pendant longtemps, le développement semblait assez opaque. Très opaque. Et c'est là qu'entre en scène un personnage clé selon les sources, un développeur nommé Kosasi. Oui, il a longtemps été une sorte de fantôme dans la machine. Son nom circulait, mais son travail n'était pas public, ce qui alimentait beaucoup de scepticisme, évidemment. Bien sûr. Mais les sources qu'on a ici affirment avoir trouvé des preuves de son activité. Elles pointent vers son compte GitHub, la plateforme où les développeurs partagent leur code, et montrent des projets concrets comme HyperPyForge ou HyperQ. Et HyperPyForge, c'est décrit comme une super application au cœur de cet écosystème. Une de ses fonctions les plus dingues, c'est ce qu'ils appellent le filtre de volatilité. Ah oui, Concrètement, ça veut dire quoi? Si j'achète du Pi sur une plateforme d'échange externe, je ne pourrai pas l'utiliser dans leur monde? c'est précisément l'idée. Et c'est le verrou technologique qui est censé protéger la valeur GCV. Le système serait conçu pour n'accepter que le Pi originel. C'est-à-dire? Celui qui vient du minage sur l'application, des récompenses pour contribution ou des échanges entre utilisateurs à l'intérieur d'écosystèmes. Tout Pi qui aurait été acheté à bas prix sur un marché externe et qui serait donc contaminé par la volatilité. Il serait rejeté. Évidemment, il serait identifié par ce filtre basé sur l'IA et simplement rejeté à l'entrée. C'est le mur d'enceinte de leur économie. C'est radical. Et les sources affirment que ce n'est plus de la théorie. Elles montrent des captures d'écran de cette implication en phase de test. Oui, accessible via le navigateur de Pi, le Pi Browser. Et on y verrait des fonctionnalités comme la création de contrats intelligents, des systèmes d'épargne, staking, et même un robot de trading IA. Le tout fonctionnant sur un principe affiché en grand, stablecoin uniquement. Et pour montrer l'ambition à long terme, il y a cette autre application, HyperQ. Elle est présentée comme le premier protocole de contrat intelligent prêt pour l'informatique quantique. Rien que ça. C'est une façon de dire qu'ils ne pensent pas seulement aux problèmes de demain, mais aussi à ceux de dans 20 ans, quand les ordinateurs quantiques pourraient potentiellement casser les cryptographies actuelles. Donc pour les auteurs de ces sources, c'est la preuve. Pour eux, ces développements sont la preuve tangible que la vision n'est pas qu'un rêve, mais un chantier en cours. D'accord. La vision est claire, la technologie semble se construire, mais comme toujours dans cet univers, tout le monde n'est pas d'accord. Ah non, loin de là. Une de nos sources jette un sacré pavé dans la mare et contredit frontalement cette idée de forteresse impénétrable. C'est ça qui rend l'analyse passionnante. Ce point de vue opposé, il avance à un argument très simple et technique. Lequel?
L'adresse du contrat de la crypto-monnaie Pi est unique et publique. Donc, un Pi est un Pi, qu'il vienne du minage ou d'une plateforme d'échange. Techniquement, rien ne pourrait les différencier. Ah ah. Cette source va même jusqu'à dire que l'équipe centrale de Pi aurait, elle-même, annoncé une connexion aux plateformes d'échange pour février 2025. On a donc un schisme, une vraie guerre de religion au sein de la communauté. C'est ça. D'un côté, les partisans de la forteresse, l'écosystème fermé à haute valeur. De l'autre, les partisans du pont-levis, connectés au monde extérieur et à ses prix de marché. Exactement. Et ce n'est pas qu'un débat de forum, hein. Une source nous montre que ça se joue en ce moment même, à travers un vote. Un vote? Oui, sur une application appelée Agora Pulse, qui a été reconnue par l'équipe de Pi. Les utilisateurs sont invités à voter pour le prix officiel de la GCV. Et ils ont le choix, j'imagine. Et ils ont le choix entre la fameuse valeur à 314 159 $, des valeurs plus basses, ou un prix aligné sur celui des plateformes d'échange. Et les résultats présentés dans la vidéo sont sans appel, je crois. Ah oui, c'est écrasant. L'option GCV à 314 159 $ écrase tout avec 98,1% des votes. Les autres options sont quasi inexistantes. C'est une démonstration de force impressionnante du courant qui croit en la promesse initiale. Ça montre à quel point une large partie de la communauté a internalisé cette vision. Ils choisissent collectivement la promesse à long terme, même si elle est incertaine, plutôt qu'une valorisation immédiate, mais bien plus faible sur le marché. Et pendant que ces débats très techniques ont lieu, D'autres sources montrent ce qui se passe sur le terrain. oui, et c'est presque plus surprenant. On voit des photos de petits commerçants, une femme qui vend des œufs sur un marché, le propriétaire d'un petit restaurant. Et ils affichent des QR codes pour accepter des paiements en Pi. C'est une adoption par la base, complètement déconnectée des grandes théories. Ça se fait par le troc et la confiance mutuelle. Cette ferveur est telle que la communauté cherche des signes de validation absolument partout. Une source va jusqu'à récupérer une citation de Donald Trump Oui, ça c'est assez qui étonnant. parlait de la nécessité d'une mise à niveau du 21e siècle du système financier avec une technologie crypto de pointe. Et il la présente comme une validation de la mission de Pi. C'est quand même incroyable. Que l'on soit d'accord ou pas avec le personnage, le fait que la communauté Pi s'approprie une citation comme celle-là. Ça montre à quel point ils sont en quête de légitimité. Exactement. Ils voient des signes partout qui confirment qu'ils sont sur la bonne voie. Donc on a bouclé la boucle. On a commencé par le choc d'un projet, Interlink, qui semble renier ses principes pour l'argent, créant une immense déception. Et de là, on a sauté vers la promesse vertigineuse du Pi Network et de sa nouvelle économie. Notre curiosité nous a poussé à regarder sous le capot, à voir la technologie qui est censée faire tenir ce rêve. Et enfin, on a vu son évolution actuelle, entre des débats passionnés sur son avenir et une adoption qui commence doucement sur le terrain. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale, je pense. On a vu s'affronter deux philosophies. D'un côté, un projet qui s'intègre à la logique financière existante en demandant de l'argent réel pour des avantages. De l'autre, un projet qui promet une richesse immense, mais en exigeant une foi quasi totale dans un système fermé, isolé du monde. Et la question fondamentale que posent ces sources, bien au-delà de Pi ou Interlink, c'est la suivante. La véritable révolution crypto, est-ce que ça consiste à construire un pont vers le système financier actuel pour le rendre plus efficace, ou est-ce que ça consiste à décider de lui tourner le dos pour essayer de bâtir un continent entièrement nouveau? Opposés pour chacune de ces deux voies.